Donc pour introduire ce premier temps de débat, nous avons voulu présenter un angle de réflexion historique sur le mouvement ouvrier et ses liens avec le socialisme. Parce que, comme le dit Marx, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Il nous a semblé important d'étudier les rapports entre la classe ouvrière et le socialisme afin de comprendre l'état actuel de notre société, l'état actuel du monde ouvrier et aussi réfléchir à l'avenir du socialisme pour nous. Donc pour traiter de ce sujet, nous avons fait appel à deux intervenants de qualité, autant sur leur connaissance historique du monde ouvrier que sur leurs expériences de lutte. Et donc merci à eux de leur participation à notre journée d'études. Tout d'abord, on voulait faire un petit rappel historique. Cette année, c'est le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Donc le mercredi 8 février, à Paris, il y a eu une commémoration du massacre du 17 octobre 1961, où sous l'autorité du préfet de Paris de l'époque, Maurice Papon, la police française dispersait dans le sang des milliers de manifestants qui protestaient contre les attentats de l'OAS, donc l'organisation de l'armée secrète, et qui réclamaient la paix en Algérie. Et aujourd'hui, pour faire un petit point aussi rapide sur la situation, il est aussi scandaleux de savoir que les archives de l'armée française pendant la guerre d'Algérie devaient être ouvertes l'année dernière et ne le sont pas encore. Elles sont donc inaccessibles au plus grand nombre, à l'exception d'une poignée de chercheurs qui défendent la bourgeoisie. Donc c'est une offense au souvenir et à la mémoire des hommes et des femmes qui se sont battus contre le colonialisme et pour la libération de leur pays. Donc Henri Alleg, notre invité, a été un dirigeant du Parti communiste algérien. C'est également un héros de la résistance algérienne et il est auteur du célèbre ouvrage La Question qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires et qui traite de la torture pratiquée par l'armée française sur les Algériens, sur la population algérienne. La rédaction et la diffusion de cet ouvrage a permis en France de justement révéler la torture et ça a été un élément vraiment majeur dans la prise de conscience collective de ce qui se passait justement à cette époque en Algérie. Et c'est aussi un élément majeur à cette période qui est sorti clandestinement pendant la guerre d'Algérie. C'est aussi un élément majeur de la lutte pour la libération et contre le colonialisme. Il est journaliste de formation, il a été directeur rédacteur en chef plutôt, du quotidien Alger Républicain, qui a été interdit pendant la guerre, qui ensuite a été mais qui a été publié clandestinement. Donc notre intervenant s'est engagé toute sa vie dans le combat contre le colonialisme et contre l'impérialisme. Aujourd'hui, il est président de l'ACA, c'est Agir contre le colonialisme aujourd'hui. Enfin, notre second intervenant, Éric Jalad, est enseignant en histoire. Il est membre du Conseil national du Parti communiste français et secrétaire fédéral du Tarn. Il a préparé une thèse avec sous la direction d'Annie Lacroix-Rize, dont le sujet est les liens entre le communisme et le syndicalisme dans la région toulousaine pendant la période des deux guerres. Voilà. Donc nous tenons vraiment à remercier nos intervenants d'avoir accepté notre invitation. Merci à eux vraiment. Et je vais laisser la parole à Éric Jalad.
Oui, donc c'est moi qui suis chargé d'essuyer les plâtres en quelque sorte. Alors, tout d'abord, évidemment, je voudrais remercier très chaleureusement les camarades de la jeunesse communiste du Rhône pour cette initiative à laquelle je suis très heureux de participer. Ça nous a fait un petit trajet hier avec le camarade de Haute-Garonne. Et donc je suis tout particulièrement heureux d'être ici donc, dans une réunion et une assemblée de formation de la jeunesse communiste, aux côtés tout particulièrement de notre ami et camarade Henri Allègre. Et c'est toujours un plaisir immense d'être à ses côtés pour évoquer les luttes et les combats qui sont les nôtres et que vous relevez aujourd'hui en tant que jeune communiste. D'autre part, donc, cela me semble, comme militant et comme responsable du PCF, tout autant que comme historien et enfin, comme enseignant en histoire, je dirais, nécessaire et pertinent de réfléchir à nouveau collectivement sur cette notion de socialisme. Donc la gageure, la commande des camarades, c'était de traiter cette question dans une introduction d'une vingtaine de minutes. Donc je vais tenter de répondre à cette commande en précisant bien entendu que je ne prétends pas être un spécialiste reconnu de ces questions, comme le sont les universitaires, nos amis Jean Salem ou Rémi Herrera, qui interviendront tout à l'heure sur les questions philosophiques et économiques. D'abord donc sur les contours, sur l'histoire du mouvement ouvrier, sur le socialisme, j'ai fait le choix, et bon, en termes de format, j'assume ce choix-là, de privilégier évidemment le cas français, en lien avec les problématiques internationales, ou ce qu'on peut appeler évidemment le lien avec les théoriciens du socialisme scientifique, qui sont bon, évidemment principalement Marx, Engels et Lénine. Donc, je ferai on va dire un plan en 3 temps. D'abord, sur la naissance du concept du socialisme utopique, le passage au socialisme scientifique. Ensuite, dans un second temps, j'aborderai les questions liées au socialisme durant le XXe siècle, mais alors vraiment de manière rapide, à grands traits. Et ensuite, je conclurai sur, au fond, ce qu'est l'interrogation aujourd'hui sur la pertinence du socialisme et, au fond, pourquoi ou comment peut-on expliquer qu'il y a eu, je dirais presque, une disparition du socialisme en tant que concept, en tant que projet de société dans le mouvement ouvrier organisé. Alors que c'est une problématique qui nous semble effectivement, je félicite évidemment l'AJC d'avoir posé cette problématique et cette question, que le socialisme c'est précisément une problématique tout à fait actuelle. Donc d'abord sur le cas français et la naissance du socialisme en tant que tel. Donc il n'est pas inutile de rappeler, je passe assez rapidement, mais que les premiers usages politiques du terme socialisme sont antérieurs à l'œuvre de Marx et d'Engels. C'est en gros ce qu'on appelait les socialistes utopiques, avec en particulier Fourier par exemple, et que vous connaissez peut-être, c'est le phalanstère, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc voilà, et donc dans un premier temps, ce mot a essentiellement une valeur morale qui s'oppose à l'individualisme. C'est pris d'abord dans cette acception-là. Et donc, ces premières acceptions, les historiens les font remonter aux années 1830-1840, tels, je l'ai dit, les fourriéristes ou les saint-simoniens. Et Claude Villard indique bien que c'est en France que le socialisme trouve le terreau propice à sa naissance. Claude Villard, vous voyez ce petit livre qui s'appelle « Socialisme et communisme français ». Je vous ferai passer aux camarades de l'AJC les références bibliographiques, mais la bibliographie elle peut être immense. Mais là, je vous ai choisi un certain nombre d'ouvrages qui me semblent importants pour vous par rapport à votre connaissance en tant que jeune communiste et aussi évidemment en tant que citoyen pour connaître ces questions et les aborder auprès des jeunes. Donc Claude Villard indique dans l'ouvrage en question, à juste titre, que le socialisme français plonge ses racines dans les traditions révolutionnaires et dans les courants de la pensée du XVIIIe siècle, mais il ne sort de terre, ne grandit et ne se ramifie qu'à la saison favorable. Les termes peuvent être assez actuels, je crois. Lorsque, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, la conjoncture économique et sociale rend plus aiguës les contradictions économiques et les antagonismes sociaux.
Donc au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, le socialisme influence peu à peu de plus en plus de travailleurs. Sa première irruption de masse sur la scène politique, c'est à l'occasion de la Révolution de 1848, celle de février en particulier, le démarrage en février, avec entre autres la manifestation du 25 février, où environ 200 000 personnes, dirigées par le socialiste Raspail, parviennent à imposer, parce qu'ensuite on nous explique que c'est simplement 1848 qui a établi le suffrage universel, mais ce sont les luttes qui l'ont établi, là encore. Donc c'est cette manifestation qui parvient à imposer la proclamation de la République et le suffrage universel masculin, je précise quand même. Alors, une des caractéristiques du mouvement socialiste à cette époque, c'est qu'il est, pour reprendre encore un mot de Claude Villard, sans boussole et sans gouvernail. Donc il y a des chefs de partis, enfin non pas de partis précisément, mais des chefs de groupes tels que Blanqui, Barbès, Raspail, Cadet, mais il n'y a pas de parti constitué. Au fond, 1848, et Marx le rappelle à certains égards, et même dans l'introduction au 18 Brumaire, vous savez, tragédie, farce, bien souvent il y a l'imitation de 1789. Et donc 1848, ces chefs-là, Blanqui, Barbès, Raspail, d'autres, sont dans l'imitation de 1789, y compris du point de vue de l'organisation. Puisque, en fait, ils ouvrent des clubs qui jouent un rôle d'éducation populaire pour les travailleurs, mais les clubs rivaux. Et donc, à l'issue de l'échec des journées de juin, et donc de la répression qui s'abat sur le mouvement ouvrier, il y a un reflux très net des idées socialistes. Et dans le même mouvement, la Deuxième République, de fait, elle fait le lit de la dictature bonapartiste en se privant de l'alliance de classe nécessaire entre la petite bourgeoisie, la paysannerie et la classe ouvrière. Et donc on aboutit au coup d'État du 18 décembre, 1851, et qui est évidemment étudié de façon tout à fait remarquable par Marx dans le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte. Je vous citerai juste le mot de George Sand à ce propos, au lendemain des journées de juin. « Je ne crois pas, écrivait-elle, à une république qui commence à tuer ses prolétaires. » Et donc cela étant, malgré cette double répression, à la fois celle qui a suivi juin par la République et celle qui est consécutive au 18 Brumaire, donc au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui va établir le Second Empire, le mouvement ouvrier va à nouveau se développer. Et c'est la conséquence logique de l'essor économique sous le Second Empire. Donc sur la période, en gros, qui va de 1850 à 1873, on a les profits industriels qui explosent, qui sont multipliés par 4 sur une période de 20 ans. Donc c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, donc avec deux conséquences. La première, c'est que donc le capitalisme, qui est donc gorgé de profit, il transige plus facilement, ou il a tendance à transiger plus facilement avec la revendication ouvrière. Et donc les mouvements grévistes enregistrent des succès, succès qui sont générateurs d'autres victoires, et donc qui contribuent par là même à faire progresser la conscience de classe. Et donc, deuxième conséquence, c'est que, évidemment, ce n'est pas la totalité du profit que les luttes permettent de faire bouger le rapport capital-travail. C'est que l'augmentation du salaire réel est dérisoire par rapport à la hausse des profits patronaux. Et que donc l'écart entre les revenus de la classe ouvrière et des prolétaires et ceux des capitalistes se creuse de manière très importante. Donc cette période voit donc les progrès spectaculaires de l'industrie mécanisée, avec un fort accroissement numérique de la classe ouvrière. Je vous donne un chiffre. On a donc en 1866 4,7 millions d'ouvriers, de travailleurs dans l'industrie et les transports. Donc c'est un décollage alors, qui correspond aussi à l'époque d'un exode rural important. Mais donc on a la classe ouvrière qui se constitue numériquement de manière très conséquente à ce moment-là. Mais la forme dominante demeure. En gros, ça, on peut dire cela jusqu'à l'entre-deux-guerres et plus encore jusqu'aux années 50. Mais là, pour cette époque, c'est manifeste. La forme dominante demeure la petite et la moyenne industrie et l'artisanat.
Donc sans entrer dans les détails, là encore je fais vite, on constate, et cela vaut jusqu'à l'entre-deux-guerres, une grande hétérogénéité de la classe ouvrière, où l'on pourrait distinguer deux grandes catégories parmi ces travailleurs industriels, les artisans et les ouvriers artisanaux, donc qui sont fortement influencés par la tradition proudhonienne. Hein, je n'entre pas encore dans les détails, je vais dire à grands traits. Et donc la deuxième catégorie qui sont les prolétaires. Donc en gros ça a été ensuite les ouvriers de l'industrie, hein, pour faire court. Donc au cours de cette période, 1864 voit la création de l'Association internationale des travailleurs, donc la première internationale, à Londres, en 1864, et c'est Marx qui en rédige les statuts et l'adresse inaugurale. Donc c'est sous l'influence très forte de Marx que l'internationale, que la première internationale se constitue. Voilà, donc, et en France en revanche, pour des raisons sur lesquelles on va revenir rapidement, je dirai quelques mots à ce propos, le socialisme demeure alors majoritairement marqué par le proudhonisme, qui est, bon, pour le dire avec les mots d'aujourd'hui, qui est une variante des idées anarchistes, pour vraiment faire ça de manière très lapidaire et très rapide. Alors, je dis quelques mots sur la Commune de Paris, parce qu'on pourrait faire une conférence là-dessus, ou même un colloque. Hein. Donc, la Commune de Paris, ça a été la première expérience historique. Donc, je vous rappelle les dates, 18 mars, 28 mai 1871, première, en gros, prise de pouvoir par la classe ouvrière, première expérience socialiste, avec des imperfections évidemment de l'époque, mais j'ai à l'esprit, et certainement nombre d'entre vous également, le mot de Lénine, hein, ou plutôt l'attitude de Lénine, qui en octobre 17, en 1917, dansait dans la neige quand les bolcheviks avaient tenu plus de jours que la Commune. Donc c'est la référence à la Commune de Paris, elle est très forte évidemment aussi pour les bolcheviks et pour les communistes. Donc la Commune, à nouveau donc échec et répression terrible, plusieurs dizaines de milliers de martyrs, des dizaines de milliers de déportés. Je pense en disant cela au mot infâme de Claude Guéant sur la supériorité de la civilisation. Hein, c'est aussi un argument que l'on doit avoir sur la bataille idéologique par rapport à ces gens-là, puisque le capitalisme a fait et a commis des massacres de masse tout au long du 19e et du 20e siècle en particulier. Donc l'échec de la Commune va engendrer logiquement, de la même manière qu'on l'avait vu pour 1848, un reflux du mouvement ouvrier au cours des premières années de la Troisième République. Donc après l'échec de la Commune, que là encore Marx étudie remarquablement à chaud dans la guerre civile en France, et qu'il évoque aussi largement dans sa correspondance. S'il y a peut-être un volume de sa correspondance que je peux conseiller sur ces questions-là, c'est les lettres à Kugelmann en particulier, qui sont très synthétiques et très justes, notamment sur la question de l'État, sur... Bon, enfin, je ne développe pas, mais je vous renvoie à cette référence en particulier. Donc Marx et ses compagnons estiment alors qu'il est nécessaire d'aller vers la constitution de partis nationaux. Donc là, on passe au stade création de partis, exprimant les aspirations et défendant les intérêts du prolétariat. Donc là, je m'appuie encore sur, entre autres, ce que peut écrire Claude Villard par ailleurs. Donc là encore, toujours à grands traits, on peut dire que le parti qui va permettre le mieux en France la diffusion du marxisme et d'une forme de socialisme scientifique, alors avec, on va dire, toutes les nuances qu'on peut avoir, puisqu'ils ont été fortement caricaturés, mais c'est le Parti ouvrier français, donc des guédistes, qui est fondé par donc Jules Guesde et Paul Lafargue, qui était le gendre de Marx, en 1882. Et donc, contrairement aux autres partis qui se réclamaient alors du socialisme, les guédistes, c'était du nom de Guesde évidemment, accordent une grande importance à la théorie. Ce sont les premiers à traduire dans notre pays et à diffuser des textes de Marx et d'Engels. Il y avait eu simplement une édition du Capital, mais qui avait été assez peu diffusée. Mais là, pour le coup, les guédistes traduisent, entre autres, un extrait de l'Anti-Luring, qui est le socialisme utopique et le socialisme scientifique, et le manifeste du Parti communiste. Donc ça, c'est à partir de 1882, où les idées de Marx commencent à être connues et diffusées en France par cet intermédiaire du Parti ouvrier français de Jules Guesde.
Donc vulgarisateur des idées principales définies par Marx, bien plus que de la méthode marxiste-léniniste en tant que telle, le rôle du Parti ouvrier français a été tout à fait positif au cours de cette période. Alors je n'insiste pas trop sur la période qui va vers l'unité socialiste, mais il faut savoir qu'en gros, il y avait différents partis qui se réclamaient du socialisme jusqu'en 1905, et que ces partis ensuite se sont réunis au Congrès de l'Unification, et du coup on a appelé ce parti Section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, Parti socialiste unifié, il y avait ce terme-là également. À partir de 1905, les deux figures principales en étaient Jean Jaurès, dont j'ai évidemment sympathie ou un regard particulier, étant originaire du même département que le mien, et Jules Guesde. Voilà. Donc Jaurès et Guesde, l'unité du Parti socialiste, qui est au fond la période qui va changer la donne du point de vue politique, c'est évidemment la Grande Guerre de 14-18. Je vais y revenir ensuite. Juste une citation de Marx dans le manifeste sur le but des communistes. Je ne sais pas trop vous charger en citation, mais celle-ci je tiens à vous la donner. Donc Marx indique sur le manifeste: le but immédiat des communistes est le même que celui de tous les autres partis prolétariens. Ça c'est 1848. Constitution du prolétariat en classe, renversement de la domination de la bourgeoisie, conquête du pouvoir politique par le prolétariat. Les propositions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, sur des principes inventés ou découverts par tel ou tel utopiste. Elles ne sont que l'expression générale des rapports effectifs d'une lutte de classe qui existe, d'un mouvement historique qui s'opère sous nos yeux. Donc ensuite, je passe à mon deuxième temps sur le socialisme durant le court XXe siècle, en gros 1917-1920 jusqu'au tournant des années 90. Alors, évidemment, là encore, ça peut mériter un colloque, donc je vais faire vite. Donc c'est la partie qui correspond aux suites de la Révolution d'octobre, avec donc la constitution du Parti communiste français à l'issue du congrès de Tours, donc sur une scission majoritaire où au fond ce sont les réformistes qui sont battus à ce congrès pour avoir en grande partie cautionné l'union sacrée et les massacres qui ont été commis au cours de la Première Guerre mondiale pour, en gros, comme conflit interimpérialiste. Période qui est donc constitutive du Parti communiste français, 1920, à la suite de la fondation de l'internationale communiste, le Comintern en 1919. Donc on peut dire là encore de manière schématique que la perspective d'une société socialiste est dès lors clairement formulée par le PCF. Donc le nom exact du PCF à l'époque, c'est Section française de l'internationale communiste, SFIC. Et les premières années d'ailleurs, il s'appelle Parti socialiste SFIC. Et ensuite, ça devient Parti communiste à partir de 1925-1926, avec l'époque qu'on appelait de la bolchevisation. Mais ce n'est pas le sujet, donc je reviens à mes moutons. Donc le parti se définit de 1920 à 1943, donc comme une section française de l'internationale communiste, et en liaison permanente. On peut parler du détachement français on va dire, de l'internationale communiste. Alors évidemment, il y a des difficultés particulières de 1939 à 1943 avec le Parti communiste qui est interdit, mais on va dire que dans les fondamentaux du PCF de cette époque, au-delà de la dissolution de l'internationale, il y a une solidarité concrète et agissante à l'égard des pays qui construisent le socialisme, et en premier lieu, évidemment, jusqu'en 1945, à l'égard de l'URSS seule, de l'Union soviétique. Et ensuite, à partir de 1945, des autres pays socialistes. Donc, sur cette période-là, on définit précisément ce qu'est le socialisme. Donc, c'est, vous la connaissez, la définition, de manière très brève, c'est propriété sociale des moyens de production. Et le deuxième terme, c'est abolition, suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, c'est ces deux caractéristiques qui définissent le socialisme de manière générale, on va dire de 1920 aux années 80. En outre, le travail politique quotidien des communistes est articulé avec un travail de formation des militants, particulièrement des militants ouvriers, avec la constitution des écoles du parti. Et pour le coup, je trouve que c'est remarquable ce que vous faites aujourd'hui, entre autres l'université ouvrière,
ou bien au niveau international, c'était l'ELI, l'école léniniste internationale, qui était donc sous l'égide de l'internationale communiste. Et donc la volonté, c'est de faire émerger des cadres issus de la classe ouvrière, ce qui constitue évidemment une rupture fondamentale avec l'ensemble des partis sociaux-démocrates, bon évidemment de la bourgeoisie, mais des partis sociaux-démocrates dont les cadres demeuraient en majorité issus de la petite bourgeoisie ou de la bourgeoisie. Donc ça fait une différence fondamentale et l'importance capitale de la formation à partir de 1925, où il y a un effort très net en ce sens, il faut la comprendre aussi comme un élément constitutif d'avoir des cadres à la fois jeunes et issus des catégories populaires qui sont en capacité d'être des dirigeants communistes, indépendants de milieux sociaux qui portent d'autres projets de société. Et dans ce cadre-là, le socialisme participe de l'ensemble des outils théoriques et du corpus idéologique du marxisme-léninisme. Donc, 4 points sur lesquels évidemment je ne vous développe pas, mais qui constituaient ce qu'on appelle le léninisme. Théorie de mode de production, théorie de la révolution, théorie de l'État, et ensuite, bon, philosophie marxiste, ou on appelle théorie des superstructures. Et donc tout ça, c'est le corpus politique de l'ensemble des partis communistes, dont le PCF, et ce jusqu'aux années 80. Alors, il y a des nuances avec la période de l'eurocommunisme, mais on va dire que malgré tout, malgré l'eurocommunisme aussi, ça reste en gros le corpus idéologique des partis communistes jusqu'à la fin des années 80. Donc sur la définition et l'expression qui a été donnée au socialisme, je noterai juste plusieurs étapes importantes, avec quelques dates, parce que là encore, je veux faire court sur ce point. Interview de Maurice Thorez au Times en 1946, alors que j'analyse moi comme le contraire, enfin ce n'est pas un reniement du socialisme, mais bien au contraire, une étape vers l'analyse concrète de la situation nationale et les possibilités de passage dans notre pays au socialisme. Et donc c'était l'analyse ou le résultat d'un rapport de force politique où évidemment le poids du PCF était incontournable et permettait d'envisager ce passage au socialisme de manière concrète, puisque le PCF faisait entre 25 et 30% de 1945 à 1951. Deuxième temps, dans les années 60, le mouvement de mai 68 et auparavant d'importantes luttes dans les années 60, j'ai à l'esprit, et ce ne sont pas les seuls, les grandes grèves de mineurs, en particulier en 1962-63, qui amènent le PCF à revenir plus précisément sur les conditions qui pourraient être celles d'une transition au socialisme dans la France des années 60. Cette réflexion, même si elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie du programme commun, ou d'une union, on va dire, presque mécanique avec le Parti socialiste, elle garde, en ayant à l'esprit qu'il y a cette stratégie, hein, mais elle garde, de mon point de vue, une grande actualité. Je vais vous citer un extrait du manifeste du comité central de Champigny des 5 et 6 décembre 1968. Donc j'ai la brochure originale, hein, parce qu'on a la chance d'avoir des archives qui ont été bien préservées. Je vous fais cette citation. Hein. Donc, le bureau politique de notre parti considère que nous devons accorder une attention accrue à la lutte pour le progrès des idées du socialisme dans notre pays. D'abord parce que le socialisme répond aux aspirations de couches de plus en plus larges de travailleurs manuels et intellectuels, et ensuite parce qu'il est nécessaire de faire connaître les grandes idées du socialisme scientifique et de combattre les conceptions du socialisme petit bourgeois qui ne peut que favoriser le maintien du capitalisme. Car, lorsque nous disons que les idées du socialisme ont avancé, nous n'oublions pas pour autant les difficultés, les incompréhensions qui subsistent. Nous ne nous berçons pas de l'illusion que la majorité des travailleurs de France serait acquise à l'idée du socialisme. C'est pourquoi il est opportun et nécessaire d'exposer à chaque occasion quel est le but du socialisme et quelles sont les conditions de sa réalisation. Aux travailleurs qui aspirent à une société plus juste, il faut savoir expliquer que le socialisme est précisément le régime où l'ouvrier travaille enfin pour lui-même et pour la société formée de travailleurs libres et égaux. Il faut que les travailleurs sachent que le but du socialisme et du communisme, c'est tout à la fois de libérer les hommes de l'inégalité sociale et de toutes les formes d'oppression et d'exploitation, de garantir le bien-être du peuple entier, de permettre la libre expansion des facultés humaines en chaque personne. Je vais m'arrêter là. Il faut que les travailleurs sachent
que pour réaliser l'idéal du socialisme, il s'agit de faire disparaître les classes antagonistes et de supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme, cela en abolissant la propriété capitaliste et en socialisant les principaux moyens de production, ce qui exige la conquête et la direction du pouvoir politique par la classe ouvrière et ses alliés. Donc je m'arrête sur cette citation, mais qui me semble, à l'aune de ce que nous vivons, particulièrement actuelle. Alors, le socialisme aujourd'hui, on pourrait dire, c'est Anicet Le Porce dans un article, des conférences qu'il a déjà publiées, qui s'interrogeait où est passé le socialisme. Je reprendrai cette interrogation. Avec la victoire de la contre-révolution dans la plupart des pays socialistes, et notamment en URSS, donc avec la restauration du capitalisme, on va dire, le mouvement ouvrier a été fortement ébranlé, notamment le mouvement communiste, avec des conséquences graves pour nombre d'entre eux, puisqu'il y a des partis qui ont disparu, d'autres qui se sont transformés en partis sociaux-démocrates. Le cas le plus effrayant, on va dire, est le cas du Parti communiste italien, qui était un très grand parti. Et donc d'ailleurs, les camarades et amis des éditions Delga ont édité un livre tout à fait remarquable, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je l'ai par ailleurs consulté. Donc, ces conséquences ont également touché le Parti communiste français, bien entendu. Alors, donc, de manière générale, depuis cette période, les rapports de force à l'échelle du monde se sont renforcés en faveur des forces du capital. Le concept et l'étape de transition qu'était le socialisme a été évacué des textes de congrès du Parti communiste français avec les 29e et 30e congrès. La période la plus manifeste de tout cela, c'était la période de la mutation, hein, que vous connaissez. Alors, je ne ferai pas un florilège de citations parce que bon, ça pourrait être drôle hein, parfois, mais c'est drôle et tragique à la fois. Donc, ça prolonge une rupture avec la forme d'organisation historique qui était celle des partis communistes, avec l'abandon du centralisme démocratique au profit d'une forme plus ou moins souple, hein, au gré des circonstances, de centralisme, et avec également l'abandon du concept de dictature du prolétariat au 22e congrès en 1976. Mais c'est un débat, il me semble, qui continue d'exister hein, sur, au fond, la question de la rupture avec la bourgeoisie et de la constitution, en gros, à partir de quel moment on peut parvenir à établir cette rupture. Donc sans revenir évidemment sur tous ces débats, ces questions et ces problématiques, mais qui doivent faire l'objet de débats entre communistes et entre révolutionnaires, on peut légitimement s'interroger sur les raisons qui ont pu conduire à évacuer sans débat approfondi le socialisme des références théoriques et politiques du PCF par exemple. On perçoit bien ce manque aujourd'hui, à l'heure où, comme l'écrivait notre regretté camarade Léo Figuère, dans ce livre, hein, Capitalisme, Socialisme, Communisme, dont on peut conseiller la lecture également, toutes ces actions, donc le capitalisme, hein, la moitié de l'humanité se trouve sacrifiée par celui-ci, toutes les actions du capitalisme étant subordonnées à sa loi fondamentale, la course au profit. Donc le capitalisme ne peut ni ne veut venir à bout des maux qui l'accompagnent, et en premier lieu, le fossé des inégalités sociales existantes dans les pays développés, et plus encore dans ceux qui sont économiquement à la traîne, et qui englobent la plus grande partie de la population du globe. On peut convenir en outre que les lois de paupérisation qui ont été mises à jour par le marxisme se manifestent à présent de façon massive à l'échelle mondiale, y compris dans les pays développés d'Europe occidentale, ce qu'on constate évidemment avec beaucoup de douleur hein, pour les peuples de Grèce, d'Espagne, de Portugal, voire dans notre pays également. En tout cas, donc, notre réflexion sur le socialisme aujourd'hui doit nous permettre de répondre aux interrogations des jeunes et de notre peuple, de tous ceux qui s'interrogent aujourd'hui sur la question du changement de société et de la rupture avec le capitalisme. Je citerai à ce propos un extrait hein, de revue qui s'appelait La Nouvelle Critique et qui était la revue théorique du Parti communiste français. C'est un numéro de 1975 sur le socialisme. Et donc Laurent Salini introduisait ce numéro dont l'article était intitulé « À l'époque des changements décisifs ». Et il disait « Les révolutionnaires français devraient-ils changer de projet ? Non. Tout est vrai,
rigoureusement vrai dans l'analyse que nous avons faite de la société française. Tout est vrai, rigoureusement vrai, dans la stratégie que nous avons inventée pour conduire notre pays à une société sans classe. Les conditions matérielles du passage au socialisme ont mûri. Là, le thème a été souvent traité ici pour qu'il soit inutile d'insister. Moi, je dirais que pour le coup, nous, non, c'est l'inverse. Hein. Donc, on devrait justement insister pour y revenir. Mais bon, ça, c'était l'époque. Mais il reste à convaincre la majorité de notre peuple de la nécessité et de la possibilité de ce passage. Sur ce terrain, celui de la conquête de la majorité, la lutte pour le socialisme est devenue quotidienne. Elle est le ferment de tous les heurts politiques d'envergure, de tous les combats politiques d'envergure. Je la trouve tout à fait actuelle et tout à fait contemporaine, cette citation de Laurent Savigny. Eh bien, camarades, nous vivons aujourd'hui à l'heure des changements décisifs. À nous de porter audacieusement et de travailler à rassembler notre peuple et la jeunesse sur un projet de rupture avec le capitalisme, celui d'une société socialiste. C'est le seul choix porteur d'espoir pour notre peuple face à la barbarie capitaliste. Je terminerai avec une formule qui était une formule classique de l'AJC, parce que j'ai été aussi militant responsable de l'AJC et de l'UEC. Avec l'AJC, le communisme, c'est toujours la jeunesse du monde. Merci à vous.